To introduce our next panel, we have Simone Howe, who is a professor in the Department of Anthropology here. So, thank you and welcome. When you hear my pronunciation of French, you will not be clapping. Thank you, Nikki, so much for the invitation to be here. I'm really pleased to be introducing our two speakers for the panel Ancient Sexualities. Sandra Boeringer is Associate Professor of Greek History at the University of Strasbourg in France. Her work focuses on questions of gender and sexuality in classical antiquity and Foucault's influence on our understanding of ancient worlds. She is the author of Female Homosexuality in Ancient Greece and Rome that came out with Routledge in 2007. And she has also edited After the Confession of the Flesh, Genealogy of the Subject in the work of Michel Foucault, as well as with Laurie Loeffler, Foucault, La Sexualité, la Antiquité. Here it is in English, Foucault, Sexuality, Antiquity. I should have gone there, with Danielle Lorenzini, also with Routledge. She is currently co-directing with Laurie Loeffler the translation of Gay Shame, and to be published by Appel in 2024. Philippe Chevalier is a French philosopher, a specialist in Michel Foucault. He devoted 2 monographs to him, among other publications, Le Pouvoir et la Bataille, and Foucault et la Christianisme. New revised edition from 2024. There you have it. Thank you. Very good hand skills over there. And he participated in the first critical edition of his work in 2015. He works at the Bibliothèque Nationale de France. So thank you everyone for being here, a wonderful crowd, and please welcome both of our speakers. Thank you so much, Simone. Before I begin to talk, I want to warmly thank Nikki Kassoumi-Clements for her invitation and all those who made this wonderful event possible. After these 2 days, for your own comfort, and because of my spoken English, you will find English version in the PPT like subtitles in a movie. And because there are many technical terms in ancient Greek and German and French in my talk, I think it will be better if I continue in French, but don't worry, no panic. Everything gonna be all right. Dictionarium Eroticum Latinum Gallicum, Manuel de l'érotologie classique. Das konträre Geschlechtsgefühl, das Sexualleben der Griechen und Römer, l'amour en Grèce, Roma Amor. Comment fait-on l'histoire de la sexualité antique en Occident à la fin du 19e siècle et du 20e siècle? Comment atteste-t-on la vérité des faits? Comment crée-t-on un corpus de preuves? Mais surtout, que révèle cette pratique de la science historique et que signifie cet intérêt des chercheurs et du lectorat pour les mœurs des anciens? Je souhaite, dans une perspective foucaldienne, étudier le processus par lequel la sexualité des anciens est devenue un sujet d'intérêt scientifique, mais aussi et surtout une réalité historique au cours des 19e et 20e siècles et ce que cela révèle. Je sais bien que le temps limité de ma présentation ne suffira pas, mais je souhaite donner quelques pistes de réflexion pour discuter avec vous et poser quelques jalons dans l'histoire passée de l'histoire de la sexualité antique depuis le 18e jusqu'à Foucault, que, en bonne historienne, je viens d'instituer comme une des bornes historiques de mon étude. Alors, voici en quelques mots le point de départ théorique de ma démarche. Au cours des années 70, je ne vous apprends évidemment rien, Michel Foucault entreprend avec succès de mettre au jour la constitution en Occident de ce qu'il nomme un dispositif de sexualité. Le contexte auquel il s'intéresse, tout d'abord, est celui de l'apparition de nouvelles formes de pouvoir et de savoir à la fin du XVIIIe siècle, se tournant où, quote, quelque chose a fait qu'on est entré dans la société de la norme, de la santé, de la médecine, de la normalisation qui est notre mode essentiel de fonctionnement maintenant. La sexualité devient le champ de prédilection d'un pouvoir qui, quote, produit des domaines de connaissance et des rituels de vérité. Au cours des années 70 également, Foucault s'intéresse au contexte qui a vu se développer
ce qu'il nomme la science aveu. Cette science aveu qui est à la racine de la scientia sexualis. Il se tourne vers les pères de l'Église pour comprendre ce que mettent en jeu la concupiscence et la libido chrétienne, pour comprendre comment a émergé l'importance d'avoir un regard réflexif sur son propre désir, pourquoi et comment il est devenu si important de dire vrai sur soi. C'est par la chair chrétienne que Foucault remonte à la culture païenne occidentale dans son cours Subjectivité et vérité. C'est une période durant laquelle il termine le manuscrit des Aveux de la chair qu'il déposera en 82 aux éditions Gallimard. On le sait, ce volume ne sera pas publié à cette date puisque, sur les conseils de Paul Venn, Foucault décide de le faire précéder d'un travail sur l'Antiquité gréco-romaine. Ce travail deviendra l'usage des plaisirs et le souci de soi qui, dans l'ordre de publication, donne l'impression d'être un contrepoint direct à la volonté de savoir, dispositif de sexualité versus aphrodisia. La publication récente des Aveux de la chair permet de savoir clairement ce que l'on savait plus ou moins obscurément. Les 4 volumes ne produisent pas ce que son titre énonce, à savoir une histoire de, portée par un intérêt spécifique d'historien de profession, adepte de chronologie et de faits attestés. Ce n'est pas un livre d'histoire sur un mode d'apport de connaissances générales du type le sexe des Grecs à nos jours, ou encore les mœurs de nos ancêtres. Ce n'est pas non plus une histoire de la vie privée, comme Philippe Ariès et Georges Duby en dirigeront une, devenue célèbre avec force documents, illustrations et plans chronothématiques. L'histoire de la sexualité de Foucault propose, cela a été beaucoup étudié, une généalogie de l'homme de désir, une généalogie des rapports entre subjectivité et vérité. Là, précisément, l'Antiquité grecque et romaine se révèle être une articulation logique primordiale et non une étape obligatoire d'un plan chronologique. La démarche de Foucault se démarque ainsi avec force de 2 siècles de pratique de l'histoire par les spécialistes de l'Antiquité, qui ont fait du sexe des Grecs et des Romains l'objet d'enquêtes scientifiques autour d'un objet quasi invariant, dont seules certaines limites ou modalités varient dans le temps et l'espace. Il se démarque également d'essais théories historiques et philologiques, pourtant novateurs, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, des essais qui mettaient au jour des pratiques érotiques que la tradition soit cachait, soit condamnait moralement. 40 ans après la mort de Foucault, on peut montrer toute l'utilité de l'analyse par Michel Foucault du dispositif de sexualité pour comprendre les discours contemporains sur les aphrodisiens. Il s'agit donc d'étudier la pratique d'une histoire que Foucault n'a pas faite, l'histoire de la sexualité antique, avec les outils de l'histoire qu'il a faite, à savoir une étude des, je cite, formes de connaissance que le sujet crée au sujet de lui-même, fin de citation, où figure en bonne place la connaissance de son désir. Quel est le dispositif à l'œuvre lorsqu'une science, enseignée dans les institutions reconnues, se propose de dire la vérité sur notre passé et sur la sexualité des anciens? Quelle démarche adoptent les chercheurs? À quels termes et quelles notions heuristiques recourent-ils pour aborder les sociétés antiques et leur sexualité? C'est une démarche métadiscursive qu'il convient de mener, une démarche qui demande de tenir compte des catégories propres aux anciens, que nous ne connaissons pas vraiment, d'une part, et d'autre part, des outils et des termes forgés par les chercheurs contemporains qu'il convient de considérer comme informés par le dispositif de sexualité moderne, alors même que leur enquête porte sur l'Antiquité. Au cours du XIXe siècle, un nouveau rapport à l'Antiquité émerge qui amène un intérêt nouveau chez les savants en général. Cet intérêt ne porte plus uniquement sur les productions artistiques des Grecs et des Romains, mais aussi sur leur mode de vie, sur leurs mœurs, comme on disait à l'époque. Cet engouement fait converger sur ce petit domaine de la vie sexuelle des anciens des courants scientifiques et des méthodes variées, les méthodes de la philologie en plein essor, celles de l'histoire des religions et celles débutantes de l'anthropologie culturelle. Au XVIIIe siècle, l'historien de l'art Joachim Winckelmann, surintendant des antiquités de la Bibliothèque Vaticane, avait changé le regard de ses contemporains sur la statuaire grecque et sa réception antique. Puis, les premiers moments de la mutation institutionnelle de la philologie au sein de l'université allemande, qui sera la référence internationale dans les siècles à venir, cette mutation, disais-je,
offre une occasion propice au déploiement de travaux sur les pratiques érotiques et des réalia des anciens. Les philologues entreprennent alors non plus de faire un simple travail technique d'édition, mais d'interpréter, commenter les textes. Ils se trouvent ainsi en position de rendre accessibles à tous des aspects de leurs documents relevant d'un érotisme discret ou d'un sexuel explicite. Ces aspects étaient jusqu'alors passés sous silence. Un exemple. Alors même qu'il rend accessibles les poèmes de Sappho, Friedrich Gottlieb Welcker est amené, en 1816, à produire un essai intitulé Sappho von einem herrschenden Vorurteil befreit, destiné à défaire une interprétation trop rapide, selon lui, de la sexualité de la poétesse. Il ne faudrait pas qu'un lecteur découvrant les poèmes de Sappho ne vienne à penser que l'œuvre évoque des amours entre femmes. Ce cas illustre ce moment de la recherche. On préfère les indications, les explications à la censure des textes. Friedrich Karl Forberg, conservateur de la bibliothèque de Cobourg, publie un apophoréta en latin, traduit en français sous le titre Manuel de l'érotologie classique. Il s'agit pour Forberg de rassembler et de classer les textes grecs et latins évoquant et décrivant les plaisirs érotiques de façon scientifique et selon les parties du corps impliquées. Il consacre un développement à la pédication, l'insertion du pénis dans l'anus d'un homme ou d'une femme, un autre qu'il nomme futution, pénétration du vagin, ou un autre encore à l'irrumation, pénétration de la bouche d'un homme ou d'une femme par le pénis, interdit aux moins de 18 ans. Forbidden for child under 18. Notons au passage, comme David Alperin le fera remarquer, que Forberg, selon cette logique, ne reprend pas la catégorie pédérastie dans sa classification. Cette démarche scientifique à visée d'exhaustivité est complétée par les études organisées selon le signifiant. Lexiques, dictionnaires, glossaires sont publiés en divers endroits d'Europe, avec des reprises, des ajouts, des compléments, des références. Mais une autre pratique se développe. Les dictionnaires et les encyclopédies qui proposent des entrées non pas à partir d'un terme grec ou latin, mais dans la langue du savant. Ainsi, en 1837, Moritz Mayer, professeur de l'université de Halle, rédige une longue notice intitulée Pédérastie, alors même que le terme est très peu utilisé en grec d'époque classique. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais vous pouvez me croire. Cette pratique se poursuit durant tout le siècle. De longues notices consacrées à ces thèmes apparaissent dans la Real Encyclopédie der klassischen Altertumswissenschaft. Wilhelm Kroll, professeur d'études classiques, consacre un long texte à l'entrée Knabenliebe en 1921. Il publie également une notice intitulée Lesbische Liebe, où se mêlent les sens antiques et contemporains. Il publie aussi l'entrée Kuss. Au XIXe siècle, en raison de l'importance de l'Antiquité dans l'ensemble des formations académiques, la vie sexuelle des anciens devient également un champ d'exploration dans le domaine de la médecine. En 1839, à Halle, à nouveau, le professeur de médecine Julius Rosenbaum publie une Geschichte der Lustseuche im Altertum für Ärzte, Philologen und Altertumsforscher dargestellt. Des poètes élégiaques à Clément d'Alexandrie, en passant par Euripide ou Martial, tout ce qui mentionne un détail physiologique ou comportemental lié à la pratique érotique semble avoir été recensé par ce savant. C'est un docteur en médecine, à nouveau, qui publie en 1932 un très vaste Glossarium Eroticum. Gaston Forberg, en effet, se fait connaître en 1906 pour son travail sur la syphilis. À l'inverse, les articles de l'helléniste Wilhelm Kroll se réfèrent explicitement à des ouvrages de biologie, de psychologie ou d'anthropologie au sens ancien du XIXe siècle, de son époque donc, portant sur la femme. Un passage propose une gravure de l'appareil génital féminin et des planches de visages de femmes africaines. Son entrée sur l'amour lesbien se réfère à Havelock Ellis et également il se réfère aux pratiques érotiques en Europe. L'acte de regroupement des extraits de texte est, on le constate, pris dans une pensée de la catégorie en sciences, elle-même prise dans son époque. Sciences humaines, humanities, I don't know
to translate this. Et sciences dites aujourd'hui exactes convergent vers le même objectif, décrire les pratiques sexuelles. Et les acteurs partagent aussi la même conviction, celle d'une exactitude scientifique de ces descriptions. Les anciens, en arrive-t-on à croire, sont presque des gens comme nous, puisque la biologie et la physiologie peuvent décrire les corps et les pratiques humaines. Selon toute logique, s'ils sont parfois différents de nous, c'est qu'il y a une explication. La censure n'est plus à l'ordre du jour, ça parle, serait-on tenté de dire. La volonté de savoir est à l'œuvre. Le principal élément de la différence entre eux et nous, identifié par les savants du 19e et du 20e, est l'amour des hommes pour les garçons. Une remarque en passant, le mariage des filles de 14 ou 15 ans ne leur semble pas être un élément de différence entre l'Europe contemporaine et l'Antiquité. Arrivent ainsi sur le devant de la scène, de façon très explicite, les pratiques homoérotiques des anciens que les classicistes vont nommer pédérastie. Comment rendre compte de ces comportements de la part de civilisations arrivées à un tel degré de développement et de perfection artistique, se demandent les savants. Après le sexe décrit, voilà le moment du sexe expliqué. Grâce au développement académique de l'histoire des religions et de l'anthropologie, les chercheurs disposent d'outils pour procéder rationnellement à la recherche des origines et des causes. Identification des sources, théorie indo-européenne, théorie d'initiation, comparaison des cultures, avec parfois l'éclairage apporté par les théories de l'évolution. Mais les conclusions sont multiples et elles se trouvent parfois en opposition. En voici un exemple. Selon l'helléniste Eric Bethe, en 1907, les relations pédérastiques relèvent d'une pratique initiatique qui vise à faire passer les jeunes garçons, dans le groupe des adultes, par l'acquisition de valeurs. Cette pratique est transitoire et n'est pas destinée à se perpétuer dans la vie adulte. C'est l'idéal de la camaraderie guerrière. L'amour grec en général serait dû à l'influence de ces pratiques doriennes qui se seraient étendues dans tout l'espace hellénique. À l'inverse, Henri-Irénée Marron, dans son Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, en 1948, refuse de voir des parallèles entre l'amour masculin grec et l'inversion que constatent les ethnologues en Australie, en Sibérie, en Amérique du Sud ou en Afrique bantoue. Il explique l'homosexualité grecque par l'absence de femmes dans le milieu militaire, par le contexte d'un compagnonnage de guerriers. Cette théorie d'une sexualité liée à l'environnement et au milieu fait écho à certaines théories médicales de l'époque, et ces lectures sont encore d'actualité dans les années 1960, lorsque Paul Veyne commence ses travaux sur la société romaine. Pardon de ce saut temporel important, j'aurais voulu parler davantage de Peter Brandt et de Otto Kiefer, classicistes et militants dans l'Allemagne du début du XXe siècle et proches de Karl Heinrich Ulrich. Cependant, ils ont peu marqué le milieu académique français, dans lequel évoluent Michel Foucault et Paul Veyne lors de leur entrée au Collège de France. Dans les premiers temps, Paul Veyne ne s'intéresse pas encore particulièrement à la sexualité des anciens, mais comme Foucault, il est plongé dans un contexte scientifique particulier où la question de l'héritage des anciens reste centrale. Que nous ont légué les Grecs? Qu'est-ce qui est grec dans ce que nous sommes? L'ensemble de la culture gréco-romaine se trouve alors appréhendé à l'aune des valeurs de la société française des Trente Glorieuses. Mais, dans une France secouée par les événements de mai 68, des changements se produisent. La question sexuelle entre avec force au cœur des débats dans l'espace public et dans les campus universitaires. De nouvelles voix, militantes, féministes, psychanalystes, se font entendre. Les formes d'enseignement évoluent, l'histoire sociale a le vent en poupe. Veyne est parmi les premiers à mener une histoire de la sexualité antique qui tienne compte des courants historiographiques de son temps. Il publie en 1978, dans la prestigieuse revue des Annales, un article qui fera date, La famille et l'amour sous le Haut Empire romain. Précisons que si ce texte de Veyne a inspiré Foucault, après 1978, il est aujourd'hui avéré que Veyne a aussi été influencé par Foucault dans l'écriture de ce texte. À Rome, explique Veyne, le passage d'une aristocratie concurrentielle à une aristocratie de service entraîne la nécessité pour l'individu citoyen de créer une discipline extérieure qui permette d'asseoir une forme de respect de son autorité, de s'assurer une obéissance sans qu'il ait à commander. Il n'y a pas de répression sexuelle à cette époque, affirme Veyne, mais une forme d'autorépression. On passe alors, dit-il, d'une
quote, bisexualité de sabrage à une hétérosexualité de reproduction. Vane dégage ensuite un corollaire, à savoir, je cite, la dissymétrie entre l'homosexualité et l'hétérosexualité qui donne une prééminence aux relations conjugales. Avant ce changement, Vane montre alors que, à Rome, les relations sexuelles n'étaient pas différenciées selon le sexe des partenaires. Je cite, la morale sexuelle est statutaire, écrit-il. La deuxième étape du raisonnement est axée sur les actes sexuels. La modalité, la sexualité de sabrage, est construite sur l'image d'un acte violent de pénétration impliquant une personne pénétrée, que Vane et d'autres désignent comme passive, et une personne pénétrant son partenaire, haute, active. Il convient de distinguer alors l'acte sexuel d'une identité personnelle, dit-il, homo, hétéro, bisexuel. La grille de lecture, pénétrant-pénétré, est ainsi légitimée par la plume d'un éminent professeur et elle ne sera guère plus réinterrogée par ses successeurs qui pourtant ne la sépareront pas des questions identitaires d'homosexualité. C'est que Vane a entretenu une confusion préjudiciable à sa pensée en continuant à utiliser les termes d'homosexualité, d'hétérosexualité et même de bisexualité, un terme auquel Foucault ne recourt pas. Alors que Vane propose de penser un système vaste, des logiques sociales et un complexe de valeurs, un premier malentendu s'installe, qui souligne, si c'était nécessaire, la présence des questions sexuelles contemporaines dans ce voyage vers le passé. La période 1977-78 est une période faste. En raison des dates de publication rapprochées, les auteurs ne se sont pas lus mutuellement. C'est un important point. La volonté de savoir, parue en 1976, est traduite en anglais en 1978. En 1977, le jeune helléniste suisse Claude Callame publie l'un des premiers ouvrages à prendre en considération l'homoérotisme féminin dans l'Antiquité, les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque. En 1978, enfin, paraissent simultanément l'article de Vane et l'ouvrage de Kenneth Dover, Greek Homosexuality. L'étude de ce professeur à Oxford, déjà très connu pour ses éditions, commentaires de Thucydide, d'Aristophane, constitue un tournant majeur dans l'histoire de la sexualité antique au XXe siècle. C'est aussi une étape importante dans l'œuvre de Foucault. C'est d'ailleurs Foucault lui-même qui salue, en 1982, la traduction de l'ouvrage en français et qui en fait une recension longue et enthousiaste dans le quotidien français Libération. Pour Greek Homosexuality, Dover avait choisi une méthode originale. Point d'état des lieux de la recherche, ou si peu, sur le sujet. Point de long développement sur les définitions théoriques, ni d'exposé méthodologique sur la notion. Point non plus de vaste anthologie de textes traduits, ni d'approche chronologique, mais une réflexion se construisant à partir de l'observation de cas. L'ouvrage sur le procès de Timarque, en 346, que l'orateur Échine accuse de s'être prostitué dans sa jeunesse. L'ouvrage s'ouvre sur ce procès. L'approche de Dover rompt avec les lectures traditionnelles de ce discours. Dover constate que, dans ce procès, ce n'est pas la relation sexuelle entre hommes qui est critiquée ou moquée, mais c'est le fait qu'un citoyen se soit fait payer en échange de services sexuels. Le fait, écrit Dover, qu'il ait tenu un rôle, quote, passif, terme qu'il utilise comme l'équivalent d'être pénétré, donc le fait qu'il ait tenu ce rôle passif dans la pratique elle-même est moralement réprouvé et lui interdit l'accès à des charges politiques. Ce que soutient Dover, c'est qu'il existe une réalité de l'homosexualité masculine en Grèce classique, qu'elle n'est jamais condamnée per se, qu'il existe des comportements homosexuels reconnus et valorisés. Il ajoute aussi que dans la relation éraste et romaine, des termes qu'il extrapole parfois des textes ou des images, l'amant passif, les romaines, n'est pas censé ressentir de plaisir physique. La première phrase de l'ouvrage vient définir le terme contemporain de l'enquête, sans référence à aucune étude préalable, sans présentation d'autres méthodes existantes, ni des raisons qui ont motivé ce choix. Un concert d'éloges accueille le livre à sa sortie. Il est traduit en 12 langues. C'est en particulier la dimension empirique de l'étude qui vient donner du poids aux analyses de l'auteur. Dover apparaît comme sérieux et neutre. Dans son préambule, en effet, il écrit, ou en tout cas son livre s'ouvre par le passage suivant. Il s'agit, donc il dit,
Le livre a un objectif modeste et limité, décrire les manifestations homosexuelles dans les conduites et les sentiments que l'on trouve dans l'art et la littérature entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère. Tout se passe comme si l'intention affirmée par Dover de pratiquer une simple description et non une spéculation théorique était suffisante dans ce contexte pour constituer sa démarche comme scientifique du point de vue de l'historien. Dover développe de plus des efforts nombreux à faire comprendre de façon pédagogique ce qu'il voit dans les textes et comment il en déduit des phénomènes physiques décrits. Il élabore des commentaires comme des hypotyposes, donnant à voir des images, les racontant alors même que l'image est reproduite. Cette démarche de familiarisation du lecteur, particulièrement appréciée et qui a fait le succès du livre, est soutenue par des références à 2 ouvrages décrivant l'homosexualité en Angleterre dans les années 1950 et 1960. Il s'agit de A Minority, A Report on the Life of the Male Homosexual in Great Britain de Gordon Westwood, qu'il cite dès sa première note. C'est une enquête menée auprès de 127 homosexuels adultes anglais selon la méthode qualitative d'entretien individuel sur des thèmes comme la famille, les premières expériences, l'adaptation de chacun aux normes sociales, etc. Le second ouvrage est le travail de Donald James West, psychiatre et professeur à Cambridge, qui publie en 1977 une édition révisée de son Homosexuality de 1955, où il se propose d'étudier les influences qui déterminent l'orientation sexuelle, la place des homosexuels dans la société anglaise et les problématiques d'ordre social, le changement de l'orientation, l'acceptation sociale et enfin les questions morales et médicales. Peu à peu, on voit apparaître, par la récurrence des parallèles établis et par l'effet cumulatif de ces renvois aux ouvrages de Westwood et de West, une véritable position théorique. La conviction de Dover apparaît, celle qu'il existe de réelles ressemblances, des logiques atemporelles, voire des invariants. Comment alors comprendre la place si importante du travail de Dover dans les 2 volumes de Foucault consacrés à l'Antiquité gréco-romaine? Comment comprendre l'enthousiasme de Foucault quand, en 82, il écrit dans Libération, Dover, même Foucault, Dover, en effet, déblaye tout un paysage conceptuel qui nous encombrait. Le rapport entre 2 individus du même sexe est une chose, mais aimer le même sexe que soi, prendre avec lui un plaisir, c'est autre chose. C'est toute une expérience avec ses objets et leurs valeurs, avec la manière d'être du sujet et la conscience qu'il a de lui-même. En tout cas, jamais en Grèce, ni l'un ni l'autre des amants ne faisait de cet amour ou de ce plaisir une expérience semblable à celle que nous faisons, nous et nos contemporains, de l'homosexualité. End of quote. L'ouvrage de Dover, en réalité, est bien loin de mener la réflexion que Foucault lui attribue. Dover ne propose pas une description d'une expérience étrangère à nos mœurs et ne développe pas une réelle analyse des manières d'être du sujet et de la conscience qu'il a de lui-même. À aucun moment, Dover ne déplace son regard vers un dispositif qui viendrait placer notre sexualité dans un moment de l'histoire. Il propose simplement l'idée d'une société sans jugement sur les pratiques homosexuelles pour elles-mêmes, une perception qui est également la sienne, dit-il. Tant mieux. Selon moi, mais il y a peut-être d'autres explications. Foucault a cru voir, a voulu voir chez Dover sa propre pensée. Il a souhaité ardemment que d'autres chercheurs reconnus dans le champ le champ classique des antiquisants, le suivent dans ses analyses. Et puis, peut-être, y a-t-il aussi confusément la croyance d'une vérité des sources, d'une vérité des archives? On en parlera. On pourrait penser que cette question, à savoir la place accordée à Dover dans l'histoire de la sexualité, est peu importante. En effet, cette appréciation, pourrait-on dire, cette erreur d'appréciation, pourrait-on dire, n'est pas problématique dans le propos même de Foucault. Il recourt au Greek homosexuality comme point de départ. Il sélectionne et complète avec ses propres lectures. Foucault développe une réflexion bien différente de celle de Dover, une réflexion qui porte sur la façon dont les individus ont été amenés à se reconnaître comme sujets de cette sexualité, et où la caractérisation du régime des aphrodisias éclaire par contraste la spécificité de la chair chrétienne. Foucault a à l'esprit son texte apparaître
des aveux de la chair, et nous allons en entendre parler bientôt. Pourtant, cette lecture de l'Antiquité a été parasitée par l'importance de l'ouvrage de Dover et son succès au début des années 80. Une réception si grande qu'elle a fait oublier parfois la nature profondément différente de la démarche de Foucault. Et cette association Dover, Foucault, voire avec Veyne également, a eu des effets. Après le sexe décrit des Grecs, après le sexe expliqué des anciens, les années 1980 laissent apparaître le souhait d'un sexe familier, avec des différences certes, mais aussi des ressemblances. L'émergence d'une valorisation du couple conjugal, la construction des rôles sexuels sur le critère de la pénétration, la condamnation du rôle passif, une subjectivité. Si l'on admet des différences pour certains comportements, le souhait de comprendre intimement les émotions, c'est un mot important, les émotions, de s'identifier, de se placer dans un lien généalogique avec nos illustres ancêtres, ne disparaît pas. Or, Foucault entend montrer un régime totalement différent, où les pratiques du corps en général relèvent d'un souci de soi, dans un monde éloigné où, je reprends le programme qu'il annonce dans l'usage des plaisirs, la subjectivité ne peut s'appréhender sans l'étude de son articulation à la formation des savoirs, d'une part, et au mode de pouvoir de l'autre. Chez les anciens, certes, mais aussi chez ceux qui les interprètent. Ainsi, pour conclure, ce que je peux dire à la lumière des travaux de Foucault est l'affirmation suivante. Même lorsqu'on travaille sur les aphrodisiaques, on ne doit jamais sous-estimer la force du dispositif moderne de sexualité. Thank you for your attention. Thank you.